Attentat à Belle-Île de Suzanne de Genainville. Jour 1. Dominique Vetoldi ouvrit les yeux. Que, et de chaud, qui coulait sur sa joue, il y porta sa main, regarda. Du sang, son visage était couvert de sang. Que s'était-il passé? Où était-il? Des hurlements se faisaient entendre autour de lui, des gens couraient, d'autres étaient allongés à même le sol. Des chaises renversées, des parasols envolés, des débris de verre, d'assiettes. Une scène de guerre. Il se souleva sur un coude, puis se releva doucement. Sa tête tournait. Il s'appuya sur un transat, il cligna des yeux. Où étaient passées ses lunettes de soleil? Il fouilla ses poches. Non, elles n'étaient pas là. Il se souvenait, il les avait posées, après s'être assis, sur la table. Tout lui revint tout à coup, avec une précision incroyable. Il était installé, là, à quelques mètres, au bout de la terrasse de cet hôtel de luxe, en train de siroter un citron pressé quand... Qu'est-ce que ça pouvait être? Une bombe? Peut-être. Sa gorge était desséchée. Il pensa qu'il n'avait pas eu le temps de finir son verre. Il avait déjà terriblement soif avant d'arriver à Port-Coton. Mais là, ce devait être ça, la soif ressentie par les croyants pendant le ramadan en fin de journée. Son mollet gauche se mit à trembler. Il avait du mal à tenir debout. Une nouvelle fois, il regarda autour de lui, et, serrant les dents, il se força à se diriger vers l'intérieur de l'hôtel. Le patron était au téléphone et après avoir raccroché, il s'enquit. « Ah! C'est vous! Comment ça va? Je viens d'appeler les secours, ils ne vont pas tarder. » Moi, ça va, juste quelques égratignures, mais je suis sonné. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fuite de gaz? Non, je n'ai pas de gaz ici. Ah, ça aurait été une bouteille qui aurait éclaté, mais non. Ce doit être une bombe. Je n'aurais jamais pensé qu'il viendrait jusqu'ici. Vous voulez un petit remontant, je vous l'offre. Bah pourquoi pas? Le patron attrapa la bouteille de lambigue et lui servit un grand verre. Buvez ça, et après, vous devriez vous sentir mieux. Dominique Vetoldi ne se fit pas prier, et malgré le taux d'alcool, il avala son verre d'un trait. L'alcool lui brûla la gorge, mais il reconnut. Ah, c'est sacrément fort, mais ça fait du bien. Dites, en attendant les secours, vous avez des draps, des couvertures pour venir en aide aux blessés? Oui, je vais voir ça avec Erwan, ma gouvernante. Il s'éloigna du bar, et quelques secondes plus tard, il revint avec elle, chacun portant des draps et des couvertures, et une grande trousse rouge de premier secours. Il l'attendit à Vetoldi. Il y a des bandages là-dedans. Vous vous y connaissez? Un peu, oui. Les flics, ça fait partie de leur formation. Ah oui, c'est vrai, vous êtes de la police. Vetoldi revint sur la terrasse. Autour de lui, les clients, qui tout à l'heure profitaient pleinement d'une belle après-midi, hurlaient. Maintenant de peur, de douleur, d'autres hébétés, mais indemnes, tentaient comme lui de réagir. Avec l'aide de quelques touristes et des membres du personnel de l'hôtel, il s'efforça de rassurer les blessés et de faire quelques bandages de fortune. Enfin, toute sirène hurlante, la voiture des pompiers arriva. Peu après, leur hélicoptère atterrissait sur l'héliport de l'hôtel. Vetoldi, épuisé, se laissa tomber sur un fauteuil épargné. Jour 2. Vetoldi n'avait rien pu avaler de solide, quand un gradé en uniforme l'apostropha. « Bonjour, commissaire. Heureux de faire votre connaissance, malgré les circonstances. Je me présente. Yves Kervadec, capitaine de gendarmerie. Quelle chance vous avez été d'être présent, commissaire. » Tout en lui parlant, il avait attrapé sa main, et il la secoua si vigoureusement que Vetoldi réprima une grimace de douleur. « Ah! C'était complet. Non seulement ses vacances étaient gâchées par cette histoire de bombe, mais en plus le capitaine de gendarmerie comptait sur lui. Mais il rêvait, le mec. En aucun cas il ne mettrait les pieds dans ce bourbier. » Il respira un bon coup, pour se calmer, avant de rétorquer. « Vous trouvez?
Pour ma part, je parlerais plutôt de malchance. Je viens à Belle-Île pour me reposer, et voilà qu'une bombe éclate sur la terrasse, où je bois tranquillement mon citron pressé. Je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, je revis ce cauchemar en boucle. Kervadec arqua des sourcils, perplexe. Je ne comprends pas du tout ce qui a pu se passer, voilà que Paris s'excite et parle déjà d'attentat. Cette histoire de terrorisme, c'est du n'importe quoi. Mais ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Moi, j'ai envie d'essayer de me faire ma propre opinion. Hier, pendant que vous vous reposiez, j'ai commencé les auditions. Là, je vais recauser à Michel Carnot, le patron de l'hôtel. Vous venez? La curiosité l'emporta sur l'épuisement. Et Vetoldi suivit le capitaine. Ils découvrirent le patron, affalé dans un fauteuil de la réception, les yeux embués et la laine empestant l'alcool. Il leur proposa. Vous prendrez bien un petit quelque chose. Il leur servit un verre sans attendre leur réponse et poursuivit d'une voix larmoyante. Quand je pense que je venais juste de faire rénover la terrasse. Et vlan! Mes 200 000 euros qui s'en vont en fumée. Choqué, Vetoldi ne put s'empêcher de s'exclamer. Monsieur Carnot, comment pouvez-vous parler comme ça? C'est inadmissible. 2 personnes sont mortes, il y a des blessés. Vous avez pensé à eux, à leur famille? Rien à foutre. Ce sont des Anglais, ils nous ont toujours porté la poisse, ces gens-là. Sans doute habitué à ces propos xénophobes, à moins que ce ne fût au cuite de Michel Carnot, le capitaine Kervadec resta placide et sortit de sa poche un carnet ainsi qu'un stylo-bille fatigué. Il posa sa première question à Michel Carnot. Qui était ici dans ton hôtel hier? Eh bien, j'avais donc ce quart d'anglais, une trentaine de personnes, ils devaient rester plusieurs jours, mais avec ce qui s'est passé, ils sont soi-disant traumatisés, ils ont demandé à repartir plus tôt. Voilà qui ne va pas arranger mes affaires. Cette fois, ce fut Kervadec qui réagit. Mais Michel, tu es insupportable! Maintenant, tu arrêtes de te plaindre! De toute façon, tu es bien assuré. Tu t'en es même vanté auprès de moi, il n'y a pas si longtemps. Alors je te le redemande. Tu peux me donner des informations sur tes clients d'hier? Le regard vitreux de Michel Carnot alla de l'un à l'autre. Vous n'avez qu'à consulter les fiches que je leur ai fait remplir. Je pense que je n'avais pratiquement pas de clients extérieurs à l'hôtel. On n'est pas en pleine saison. Puis, il ajouta, à l'intention exclusive de Kervadec. T'as l'air étonné? Eh bien oui, moi je travaille à l'ancienne. Je fais toujours remplir des fiches aux étrangers. Je les tiens à ta disposition. À part ce quart d'anglais, j'ai 3 couples en pension actuellement, 2 couples âgés, ce qui m'a paru bizarre. Il y a aussi un jeune couple en voyage de noces. Venir ici en voyage de noces à cette saison, ce n'est pas courant. Habituellement, ils vont plutôt aux Bahamas ou à la Martinique. Et en ce qui concerne ton personnel, en ce moment, je n'ai que mes permanents, tu les connais tous. André Gigot, le maître d'hôtel, les 2 garçons pour le restaurant et les 2 femmes de chambre. Plus, évidemment, ceux de la cuisine, mon cuisinier et mon apprenti. Vetoldi commençait à se lasser de cette audition, si peu professionnelle, et en plus le lambic lui montait à la tête. Il demanda brusquement. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose d'inhabituel avant l'explosion? Réfléchissez bien. Parfois, on croit qu'on n'a rien vu, et pourtant quelque chose n'était peut-être pas à sa place habituelle. Non, je regrette. Il n'y a rien eu d'anormal. Vous devriez demander à André. Lui, il a l'œil. Et il y était sur la terrasse. Moi, j'étais au comptoir du bar, comme maintenant. Tiens, mais au fait, où est-il passé? Déjà, hier soir, je l'ai cherché après l'explosion, et je ne l'ai pas trouvé. Je suis tellement perturbé que je n'y pensais plus. Je vais tout de suite faire un tour, j'ai besoin de lui, il faut que je voie avec lui comment on va s'organiser. Dominique Vetoldi avait l'air effaré. Il pensait réellement ce qu'il disait? Il allait faire comme si rien ne s'était passé? Il était sur le point de le remettre à sa place, mais c'était trop tard. Michel Carnot avait filé sur la terrasse. Alors il s'adressa au capitaine. Vous le laissez faire? Enfin, capitaine, c'est une scène de crime, attentat ou pas attentat. Oui, non, enfin, bien sûr, je vais lui dire de fermer la partie restaurant. Il peut garder l'hôtel ouvert. Dominique Vetoldi sortit,
suivi par Yves Kervadec. Il vit Michel Carnot sur la terrasse, dévasté, où deux gendarmes écartaient les quelques curieux qui s'approchaient trop près. Il entendit Michel Carnot jurer en s'adressant à eux. « Mais bordel de merde! Vous n'avez rien de mieux à faire !» Ignorant le comportement peu amène de Michel Carnot, Kervadec s'adressa à ces deux gendarmes en faction. « Est-ce que vous avez vu André Gigot ?»« Je le cherche. » Les deux gendarmes se regardèrent, et l'un des deux répondit. « André ? Bah, ma foi, non, c'est bizarre qu'on ne l'ait pas vu. » En entendant sa réponse, Michel Carnot devint blême. Il dit d'une voix à peine audible, en se signant rapidement. « Santa Maria, il est peut-être blessé. Il était en train de prendre une commande. » Il pointa un doigt accusateur sur Vétoldi, puis se rapprochant, il lui agrippa brutalement le bras. « Vous étiez là ? Il est où, mon André ?» Agacé, Dominique Vétoldi se dégagea. Mais il se força à rameuter ses souvenirs confus de la veille. Il répondit. « Je ne peux pas vous dire. Il me semble qu'il ne faisait pas partie des blessés. Mais tout s'est passé tellement vite. » Kervadec intervint. « Il n'y a qu'à téléphoner à l'hôpital de Vannes. On sera fixé tout de suite. Michel, vas-y. En attendant, je fais le tour de l'hôtel. Qui sait si, sous l'effet du choc, il ne serait pas encore terré quelque part. Le coup de fil à l'hôpital ne donna rien. Pas plus que la visite approfondie des bâtiments, de la cour et du jardin. Intrigué, Kervadec posa d'autres questions à Michel Carnot. Au fait, depuis combien de temps André était-il à ton service ? Ah, ça fait si longtemps. Pour te répondre sans faire d'erreur, il faut que je vérifie dans mes papiers. En tout cas, plus de 10 ans. André, c'est le pilier de la maison. Qu'est-ce que je vais devenir sans lui ? Ce Michel Carnot, décidément, commençait sérieusement à lui taper sur les nerfs. Il pensait qu'à lui, qu'à son hôtel. Dominique Vétoldi voulait protester contre cet égocentrisme intempestif. Mais rien de percutant ne lui venait à l'esprit. Il garda le silence, puis brusquement, il se sentit si las qu'il avoua à Kervadec. « Je tombe de fatigue. Je crois que je vais aller me reposer. Prévenez-moi de l'arrivée des gens de la division antiterroriste. » Mais oui, Kervadec répondit. C'est normal, vous êtes sous le choc. Le préfet m'avait prévenu qu'il nous envoyait dans le courant de la matinée un psychologue de la cellule de soutien psychologique. Consultez-le, ça vous soulagera. Pour le reste, ne vous faites pas de mourons, c'est mon boulot. Je mettrai au parfum les gens de l'AT. De toute façon, ils vont fureter pendant quelque temps, puisque le ministre de l'Intérieur est persuadé que c'est un attentat terroriste. Vétoldi s'éloigna d'un pas lourd et incertain. Ses paupières se fermaient, il eut du mal à regagner sa chambre. À peine entré, il repoussa la porte du pied pour la refermer, s'affala sur son lit et sombra dans un sommeil lourd. Jour 3. Il sourit, ravi. Il venait de tirer en plein dans le mille, il abaissa son arme et regarda ses compagnons de tir. Eux aussi enchaînaient les balles à un rythme soutenu. Il releva les oreillettes de son casque pour se gratter l'oreille. Le bruit des détonations était assourdissant. Il voulut féliciter l'ami à son côté, mais ce dernier n'entendit rien de ses compliments. Les 3 cibles étaient constellées de petits trous. Il s'apprêta à ranger son revolver dans sa gaine. Sa main chargée glissa le long de son flanc droit, mais sans rencontrer l'étui. Surpris, il pensa qu'il l'avait forcément sur lui, puisqu'il venait juste de servir de son arme. Les tirs continuaient, mais étaient-ce réellement des tirs ? Les images de son rêve commencèrent à s'estomper. Vétoldi ouvrit les yeux, et cette fois, il perçut distinctement les coups frappés à la porte de sa chambre. Il sauta de son lit, et sans se préoccuper de ses cheveux ébouriffés, ni de ses vêtements en désordre, il ouvrit la porte. C'était le capitaine Kervadec. « Commissaire, désolé de vous déranger, mais vous m'aviez demandé de vous prévenir, les gars de l'AT sont là. Je vous attends en bas. » Vétoldi mit quelques secondes à comprendre de qui parlait le capitaine de gendarmerie. Puis, après avoir hésité, il répondit. « Ok.
Le temps de me changer, j'arrive. Vetoldi referma la porte. Ils étaient là, d'accord, mais ce n'était pas une raison pour l'arracher à son sommeil. Machinalement, il se dirigea vers son lit. La couette gisait en travers. Il eut une folle envie de replonger dans son rêve pour ne pas voir les têtes de morpions des gens de la thé. Mais il n'en fit rien, le sens du devoir fut le plus fort. Il était présent la veille. Il devait témoigner, et de toute façon, s'il ne se pointait pas, il viendrait le chercher. Il prit le temps de se doucher, l'eau brûlante, ruisselant sur son dos, lui fit oublier un court moment son rôle peu ordinaire dans l'enquête qui démarrait. Une fois habillé, il descendit l'escalier en maugréant. Être le témoin le mettait mal à l'aise. Voilà qu'il commençait à qu'il auditionnait dans le cadre de ses enquêtes. À l'avenir, après avoir occupé cette place lui-même, il se promit d'interpréter différemment leur embarras pendant leurs auditions. Lui, voilà qu'il éprouvait des difficultés à rassembler ses souvenirs pour délivrer un récit vraisemblable. Il repoussa une mèche de cheveux qui tombait sur son œil gauche. Il avait oublié de se coiffer, fallait-il qu'il soit perturbé. En arrivant au rez-de-chaussée, il fut surpris de l'ordre qui avait été mis dans l'entrée de l'hôtel pendant qu'il dormait. Il passa dans le salon. N'eussent été les vitres brisées, et on aurait pu croire que rien d'épouvantable ne s'était passé la veille. Un homme très brun, à la peau sombre, s'avança vers lui. Il était suivi d'un grand blond à peau claire. À eux deux, ils formaient un couple classique de flics de cinéma. Avec un sourire avenant, le brun se présenta. Bonjour, commissaire, Mario Ventura. Très heureux de vous rencontrer, j'ai entendu parler de vous. C'est vraiment une chance pour nous que vous ayez été présent. Nous allons avoir des infos de première bourre. Voici mon adjoint, le lieutenant Bernard Berthaud. Bonjour messieurs, ne vous emballez pas, je n'ai pas grand-chose à vous dire. J'ai bien peur de vous décevoir. Je sirotais tranquillement mon citron pressé. Je n'ai pas vraiment regardé autour de moi. Je peux juste dire que la terrasse était bondée et que je n'avais jamais vu autant de monde à pareille époque. Je venais de faire le tour de l'île à vélo, j'étais lessivé, je mourais de soif. Tout en parlant, Vetoldi désigna avec son bras l'endroit où il était installé la veille, à l'extrémité de la terrasse. J'étais assis au bout de la terrasse depuis quelques minutes, quand la bombe a éclaté. Je n'ai même pas eu le temps de finir mon verre, vous imaginez. Cela s'est passé si vite, je n'en reviens toujours pas. Enfin, vous avez eu la chance, vous êtes vivant et indemne. Heureusement que vous étiez assis à l'extrémité de la terrasse, vous s'en sortez avec quelques égratignures. Nous avons encore quelques questions à vous poser. Ça vaudrait la peine que nous nous installions plus confortablement. Ils prirent place dans les profonds fauteuils club du coin bar. Mario Ventura reprit la parole. Venons-en aux choses sérieuses. Ce maître d'hôtel qui a disparu, André Gigot. Lui avez-vous parlé? Vous a-t-il paru nerveux, inquiet? J'ai pas vraiment fait attention, je ne pensais qu'à ma commande. J'avais tellement soif, nous avons échangé quelques mots, mais rien que de très banal, du genre il y a moins de monde qu'en été. Ah si, remarquez, en y repensant, il y a quelque chose que j'ai trouvé bizarre. Il a dit texto, ces Français qui envahissent notre île. Un genre de propos que d'habitude on entend que chez moi en Corse. Puis il a été appelé par un autre client et je ne l'ai plus revu. Il faut dire que j'étais mal placé, tout en bout de terrasse, pour observer ses allées et venues. Vous ne voyez rien d'autre? Réfléchissez bien, c'est très important. Dominique Vetoldi eut un mouvement d'impatience. Enfin, commissaire, je m'en doute que c'est important. Je ne vais quand même pas inventer des trucs pour vous faire plaisir. Mario Ventura fut surpris par la brusque réaction de Vetoldi. Il proposa dans un souci d'apaisement. Oh, mais dans le fond, vous prendriez peut-être un café? Vous avez eu le temps de prendre votre petit déjeuner? Non, oui, ce serait bien. Un café, un croissant.
Enfin, ce qu'il y a. Je crois que cela ne me ferait pas de mal de manger un peu. Hier, je n'ai rien pu avaler. Ok, je m'en occupe. Mario Ventura se leva, en quête du patron, puis il revint quelques instants plus tard. Tout va bien. On nous apporte nos cafés et des croissants tout frais. Il paraît qu'ils ont été livrés ce matin. En attendant, vous comprenez que je ne suis pas ici pour vous ennuyer, mais pour faire progresser l'enquête. Vous étiez présent, il est normal que nous vous interrogions. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir une personnalité comme la vôtre, comme témoin numéro un. Vetoldi soupira, il en avait marre qu'on lui rabatte les oreilles avec son métier et sa notoriété. Le commissaire Ventura reprit ses questions. Avant de vous installer à la table que vous occupiez, vous avez probablement jeté un coup d'œil circulaire à la terrasse, ne serait-ce que pour repérer une table libre. Auriez-vous remarqué quelque chose de bizarre à ce moment-là? Vetoldi prit sa tête dans les mains, s'obligeant à repenser à cet instant précis, où il était arrivé exténué, mourant de soif, sur la terrasse. Oui, il retrouvait les sensations qu'il avait traversées. Il avait mis un peu de temps à dégoter une table libre. Il avait même été contraint de traverser toute la terrasse. Une fois installé de nouveau, son regard avait parcouru les consommateurs à la recherche d'un serveur. Les images se dessinaient maintenant plus nettes. Jour dans sa mémoire, lentement, il tenta de les traduire en mots. Je crois qu'à une table un peu isolée, il y avait deux femmes. C'est drôle. Je me suis d'abord dit, la mère et la fille, mais elles se ressemblaient si peu. La plus âgée était brune, et la plus jeune avait une magnifique crinière, une cascade de cheveux d'or bouclés qui étincelaient au soleil. Un couple peut-être, je me suis demandé, ou encore une femme et la fille d'une de ses amies? Elle n'avait pas l'air, en tout cas, d'être sa patronne. Ça, c'est quelque chose que je perçois tout de suite. Le lien de hiérarchie. Ça me vient de l'habitude de situer les gens les uns par rapport aux autres. Pour les autres personnes qui étaient là, je ne revois pas distinctement leur visage. Il y avait du monde, un groupe important d'Anglais. En arrivant, j'avais remarqué leur car garé devant l'hôtel. Voilà, je crois que c'est tout ce dont je suis capable de me souvenir. En tout cas, c'est ce qui m'a frappé. Ce n'est pas si mal. Votre description correspond à deux femmes qui effectivement étaient là. L'une de ces deux femmes, la plus jeune, la blonde, est décédée à l'hôpital. L'autre femme est blessée, en état de choc. Mais ces jours ne sont pas en danger. C'est intéressant d'apprendre qu'elles étaient ensemble. Nous n'en étions pas tout à fait certains. D'autant plus que le maître d'hôtel est introuvable. Et qu'il était seul à servir hier après-midi. Dites, autre chose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'ARB, l'Armée révolutionnaire bretonne? La gendarmerie vient de recevoir un communiqué de cette organisation qui revendique l'attentat. L'ARB? Ça existe ici? Jamais entendu parler. Pourtant, je suis un habitué de l'île, j'y passe mes vacances. Peut-être un mouvement apparenté au FLB? Je croyais que ce mouvement des années 70 avait disparu. Les indépendantistes bretons se sont battus pour l'indépendance de leur région, mais leur mouvement s'est calmé et leurs partisans ont fondu comme neige au soleil. Quand la Bretagne a obtenu son désenclavement avec ses autoroutes gratuites. Ah si, mais bien sûr. Il y a eu l'attentat du McDo, mais depuis c'est calme et puis à Belle-Île, il n'y a jamais rien eu de tout cela. C'est si beau. Oh, je vois pas pourquoi. Non, c'est idiot ce que je dis. La Corse est magnifique et pourtant on sait ce qui s'y passe. Vous savez, moi, je suis amoureux de Belle-Île. Je pourrais vous parler pendant des heures de la baie du Vieux-Château, de l'apothicaillerie, de ces statues dont le sculpteur a l'exceptionnel talent et l'océan. Pour le reste, je ne connais rien aux questions politiques et aux revendications des Belle-Îlois. Ventura sourit. J'ignorais que vous aviez des attaches corses. Vous ne vous en vantez pas. Bon, ce n'est pas la question. Quoique, après tout, on serait en droit de se demander ce que vous faisiez ici, au moment même de l'explosion d'une bombe. Il s'arrêta net, en remarquant le regard à la fois méprisant et rageur de Dominique Vetoldi. Et il ajouta sur un autre ton plus apaisant.
Ah mais je ne disais pas ça pour vous fâcher. Mais enfin, avec les Corses, on se pose des questions, parfois. Ne serait-ce que parce que sans complicité d'une partie de la population locale, il y a longtemps que le terrorisme y aurait disparu. Pour en revenir à nos moutons, vous restez encore longtemps à Belle-Île? Mes vacances touchent à leur fin. Je rentre dans 2 jours à Paris. Alors bon retour, pour le cas où je ne vous reverrai pas avant votre départ. Ils se serrèrent la main, Vetoldi fila. Il voulait fuir cette enquête où il se sentait assis entre deux chaises. Jour 4. Et voilà, le jour de son départ de Belle-Île était arrivé. Vetoldi attrapa le premier bateau en partance pour Quiberon. À peine assis, au lieu de regarder dehors, il s'assoupit et ne se réveilla qu'à l'entrée dans Port-Maria. Il prit ensuite le car pour Auray et le trajet, comme d'habitude, lui parut interminable. Mais une fois qu'il fut dans le train, il fila au bar, prendre un café et manger un sandwich, ce qui eut pour effet de faire passer le temps très vite. À l'approche de la gare Montparnasse, il se sentit soulagé d'échapper à ce qui s'était passé à Belle-Île. Il descendit du train, puis s'engouffra dans les couloirs du métro en direction de Bolivar. Parvenu à sa station, il remonta l'avenue Secrétan jusqu'aux abords du jardin des Buttes-Chaumont. Il y aurait bien fait un tour, histoire de se replonger dans sa vie parisienne. Mais il était fatigué, il était gêné avec son gros sac de voyage. Il termina sa marche jusqu'à son immeuble et entra. Il savait que Blanche, sa si chère gardienne, ne lui tomberait pas dessus, car elle n'était pas de service avant 16 heures. Il appela l'ascenseur sans croiser de voisins. À peine eut-il ouvert la porte de son appartement qu'il sentit l'odeur des effluves marines. Ainsi, comme il le lui avait suggéré avant son départ, Blanche avait répandu partout le parfum de ses vacances. Il avait trouvé son idée absolument géniale, mais maintenant l'odeur lui paraissait pesante. Pensif, il alluma le plafonnier, posa son sac, et en se retournant, il aperçut Candide, presque entièrement caché par le chiffonnier qui supportait le téléphone. Il éclata de rire devant la télévision, et son chat qui le taquinait et lui dit gaiement: «Ah, je t'ai vu! Sors de là et viens me dire bonjour!» Candide ne bougea pas, et Vétoldi s'approcha. «Alors, comme ça, tu boudes?» Vétoldi plongea ses mains dans la fourrure de Candide. Il le sortit de dessous le meuble et le souleva du sol. Il l'installa au creux de ses bras, puis lui parla doucement. «Oh, mon Candide d'amour, tu m'as terriblement manqué. La prochaine fois, je t'embarque avec moi.» Les oreilles de Candide frémirent, ses narines se pincèrent, mais seuls des miaulements sortirent de sa bouche. «Ah oui, c'est vrai. J'oublie toujours que tu ne parles pas la même langue que moi. Ça va? Tu as survécu à mon absence? Blanche s'est bien occupée de toi?» «Ça m'en a tout l'air, hein. Tu as le ventre bien rond. Je suis sûr qu'elle te gâte plus que moi, hein.» Vétoldi reposa doucement Candide sur la moquette. Il envoya son imperméable valdinguer sur le dos du canapé du salon, ouvrit son sac, puis il renversa le contenu par terre, fourra la totalité du linge dans un grand sac en plastique, qu'il plaça en évidence dans l'entrée. Ensuite, il fit le tour de l'appartement, pour s'assurer que tout était en ordre, ouvrit les volets, enfila un survêtement et des baskets. En chassant sa fatigue, il décida d'aller courir au parc. Parti pour une petite demi-heure, il y passa le reste de l'après-midi, alternant marche, repos sur un banc et pause gourmande avec gaufres et café. Il était tard quand il fut de retour chez lui, et il était épuisé. Il avala 2 yaourts et se mit au lit. Le lendemain matin, il se réveilla en forme, et il fut surpris par l'heure affichée par son réveil. Il se leva et se ressouvenant qu'il avait décidé d'aller courir avant d'aller au bureau, il enfila sa tenue de jogging et prit un rapide petit déjeuner. Avant de franchir la porte, par acquis de conscience, il forma le numéro de son adjoint. Il eut à peine le temps de dire allô que Bertrand le coupait. «Ah, te voilà, enfin! Ah, j'ai bien cru que je serais obligé
t'envoyer un motard pour te prévenir. Le patron t'attend de toute urgence. J'ai voulu te laisser un message, mais ton répondeur ne s'est pas déclenché. Oh merde! J'avais prévu de courir avant d'aller au bureau. Les vacances sont finies, cher commissaire. Quand tu auras rencontré le patron, passe-moi voir. Je suis au bureau toute la journée. Ok, à toutes. Résigné, Dominique Vetoldi se changea et rallia le quai des Orfèvres, où il se rendit directement dans le bureau du patron. Il passa devant Rosine André, son assistante, qui, après l'avoir salué d'un signe de tête, lui précisa, en secouant vigoureusement le bras, l'urgence a frappé à la porte. Elle ajouta. Pas la peine que je l'appelle. Il nous attend, je vous préviens. Et pas de bonne humeur. Hein. Vetoldi frappa. La voix grave et impérative, qu'il ne connaissait que trop, lui ordonna d'entrer. Il fut surpris de découvrir le boss, complètement absorbé par la lecture d'un dossier. Ce qui donna tout loisir à Dominique Vetoldi d'admirer la mèche de cheveux constamment ramenée sur sa calvitie galopante. Au bout de quelques instants d'un silence absolu, si on acceptait le bruit des feuilles tournées, Vetoldi se racla la gorge et dit « Bonjour monsieur, vous m'avez demandé de venir de toute urgence. » Le patron releva la tête, repoussa la monture de ses lunettes, cligna des yeux en regardant son interlocuteur et sembla enfin réaliser qui était l'individu qui se permettait de le déranger en plein travail. « Oui, évidemment. Sinon, seriez-vous ici dans mon bureau? Bon, ne perdons pas de temps. Asseyez-vous. J'ai appris que vous vous trouviez à Belle-Île, n'est-ce pas, lors de ce malheureux attentat? » Oui, monsieur, j'étais en vacances. Il y eut un léger temps mort, puis le boss reprit la parole. En vacances? Vraiment? Avec le travail que vous avez? Je croyais que vous m'aviez dit, il n'y a pas si longtemps, que vous étiez débordé. Vous m'avez même demandé de vous attribuer un deuxième adjoint. Bah, si vous pouvez prendre des vacances. Si vous croyez que de mon temps, on serait permis de partir en vacances, vous rêvez. Bon, abandonnons cette question une autre fois. Il émit un petit sourire qui n'échappa pas à Vetoldi, et il reprit la parole. Ah, dans un sens, je reconnais que c'est une chance pour vous. Pour tout vous dire, le ministre m'a appelé. Il souhaite que nous menions une enquête parallèle à celle de la division antiterroriste. Comme vous pouvez vous en douter, cette affaire émeut considérablement la population. Un attentat soi-disant terroriste dans un site touristique, alors que la saison d'été va démarrer dans quelques semaines, faut trouver des coupables et vite. Le ministre a de vrais doutes quant à la qualification de cet acte. C'est pourquoi j'ai pensé à vous, pour mener une enquête discrète. Je souhaite que vous partiez dès demain. Vous avez carte blanche. Avant de partir, pensez à vous mettre en relation avec le service du fichier, histoire de vérifier si quelques Balilois n'y auraient pas laissé un petit souvenir intéressant. On sait que les îles ont été de tout temps des refuges discrets pour les repentis. Pourquoi ce ne serait pas le cas de Belle-Île? Vetoldi n'en croyait pas ses oreilles. Le patron l'envoyait à Belle-Île. Il en était revenu la veille. Vetoldi refoula son envie de lui rétorquer qu'il aurait pu lui éviter un aller-retour en le prévenant plus tôt. De toute façon, il n'avait pas le choix. Il s'inclina. Très bien, monsieur. Il quitta son patron sans plus d'explications, fit un petit signe complice à son assistante, puis, au lieu de rallier son bureau, il fila dans celui de son copain, Filardin, aux archives. Celui-ci l'accueillit avec un plaisir visible. Et pour fêter sa visite, sortit 2 petits verres d'un tiroir de son bureau et une flasque de whisky. Hey, tu me laisseras pas goûter ce nectar tout seul, à 30 ans d'âge, que je ne sors que pour les vieux amis. Vetoldi sourit. Filardin ne changerait jamais. Proche de la retraite et affecté au service des archives, après avoir été un brillant commissaire sur le terrain, Filardin était devenu un très fin connaisseur des boissons écossaises. Après avoir humé le liquide doré et goûté une première gorgée, Filardin demanda « Qu'est-ce qui t'amène ?»« Ne me dis pas que c'est l'attentat de Belle-Île. N'était pas à la thé. Au fait,
Ils m'ont déjà appelé, mais je leur ai dit que j'avais que dalle. Je vois à ta tête que je me trompe pas. J'étais sûr que le patron ne serait pas assez con pour croire à un attentat à Belle-Île. Écoute, pour te mettre au parfum, c'est pas parti du patron. Il a reçu un coup de fil du ministre, qui veut une enquête parallèle à celle de l'AT. Elle est bien bonne. La guerre des policiers de route, ça part du ministre lui-même. Et donc tu retournes là-bas. Et tu y vas quand? Bah, le plus vite possible. Oh, ça fait râler, j'y étais hier. Hier? Mais alors tu étais sur place? C'est dingue. Bon, je cherche ce que j'ai. J'ai gardé des fiches que j'aurais dû détruire. Je les ai effacées de mon ordinateur pour le cas où il y aurait une vérif, mais tu penses bien, j'en les ai gardées par devers moi sur d'antiques fiches carton. Laisse-moi quelques minutes, ça sera pas long. Il avale une nouvelle gorgée. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ah, super! Filardin afficha un sourire ravi. Je savais que toi, tu saurais apprécier. Ton avis me le rend encore plus cher. À propos, il est pas donné. Alors, si tu as quelque chose sur toi, n'hésite pas à cotiser.